Alors d'abord, une information. Alors peut-être ce serait bien que vous désactiviez vos micros, si vous voulez bien. En haut à droite de l'icône. Enfin, vous devez savoir ça mieux que moi, je pense. Alors, une information d'abord, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, l'heure change. Ce sera plus 16 heures, ce sera 14 heures. Le même jour, mais 14 heures au lieu de 16 heures. Voilà, ce sera évidemment indiqué. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons travailler, si j'ose dire, sur un roman de Gilles Rosier, qui s'appelle Mikado d'enfance, que certains d'entre vous connaissent peut-être, ont peut-être déjà lu. Et c'est un roman qui est tout à fait récent puisqu'il a été publié en 2019. Alors, quelques mots rapides sur l'auteur, mais vraiment rapides. C'est un auteur jeune, si j'ose dire, puisqu'il est né en 1963. Il est écrivain, traducteur du yiddish essentiellement. Il a été directeur de la Maison de la Culture et de la bibliothèque du Centre Médem jusqu'en 2014 et il a été l'un des fondateurs de la maison d'édition L'Antilope qui justement est la maison d'édition où a été publié son roman et qui publie régulièrement des choses pas mal du tout, des ouvrages de qualité. Il a écrit un certain nombre d'œuvres. Je vous en cite quelques-unes. Par-delà les monts obscurs, Moïse fiction, que je n'ai pas encore lu, mais que j'aimerais bien lire, en particulier peut-être pour le mettre en rapport. Je ne sais pas s'il part de Moïse, mais je me suis dit Moïse de Néer, Moïse, ça peut peut-être être une idée intéressante. Un amour sans résistance, La promesse d'Oslo, Projection privée, D'un pays sans amour et le dernier en date, Mikado d'enfance, dont j'ai bien aimé et le titre et la couverture d'ailleurs, très très jolie. Voilà, alors ce sera tout pour la présentation. Sachez que ce qui est l'objet du roman Mikado d'enfance est à peu près autobiographique. Je n'ai pas été vérifier chaque détail, bien sûr, mais c'est en gros quand même l'histoire de l'auteur. Le narrateur et l'auteur sont à peu près confondus dans ce livre. De quoi s'agit-il dans ce livre? Alors, je vais en faire un petit résumé bref, rapide. C'est le centre, le noyau dur de l'histoire qui est raconté ici. C'est un souvenir d'enfance traumatique qui a été littéralement oublié, refoulé complètement par le narrateur. Ce souvenir d'enfance, c'est le suivant. Alors qu'il était en classe de 5e, donc à l'âge de 11-12 ans à peu près, en 1975, il passe en conseil de discipline avec trois camarades de sa classe, 2 garçons et une fille. Pourquoi passe-t-il en conseil de discipline? Pour avoir été impliqué dans un acte qui a été qualifié d'antisémite. Quel est cet acte antisémite? Il a participé, alors j'en parlerai plus en détail tout à l'heure, il a participé à l'envoi d'un billet qui a été initié par les 2 garçons qui ont été ensuite également déférés devant le conseil de discipline, qui s'appellent Vincent et Pierre. Et ce billet a été adressé à au professeur d'anglais juif, monsieur Guez. Et ce billet, dans ce billet, il y avait une phrase « Vieux juif, le Troisième Reich te punira ». Et le billet était décoré, dit-il, de croix gammées tout autour. La phrase était entourée de croix gammées. Ce garçon, le narrateur, est le fils d'une juive d'origine polonaise et d'un père non juif, gaulliste pur crin. Et il est également le petit-fils d'un grand-père, son grand-père maternel, qui a été assassiné à Auschwitz. Alors, dit comme ça, évidemment, comme tous les résumés, surtout quand ils sont brefs, ça a l'air extrêmement plat,
extrêmement plat, extrêmement banal finalement aussi. Et tout le, si vous voulez, l'intérêt de ce livre, c'est que ce souvenir traumatique va revenir à l'âge adulte, au narrateur. À l'âge adulte est déjà bien avancé, il a une quarantaine d'années, à l'occasion d'un congrès à l'UNESCO. En effet, il est devenu professeur de yiddish. Et il participe à un congrès à l'UNESCO et il est en contact avec quelqu'un qui lui dit « Ah bon, vous avez été, je crois, mêlé à quelque chose, à un acte antisémite dans votre enfance. » Et ça a été, comme le dit le narrateur, le ciel qui lui est tombé sur la tête. Le ciel qui lui est tombé sur la tête et l'occasion, le mot occasion est mal choisi, l'obligation pour lui de plonger dans ce passé, dans cette enfance qu'il avait, encore une fois, volontairement escamoté. Et quand on escamote quelque chose, c'est que c'est extrêmement douloureux, extrêmement difficile. Donc, ce passé escamoté, qui n'est pas seulement d'ailleurs… Bon, ben descends. On descend pas en même temps. Alors descends. Est-ce que vous pourriez désactiver vos micros, s'il vous plaît? Voilà, donc c'est un oubli, c'est un escamotage, un refoulement dont il va très vite comprendre que c'est un refoulement de beaucoup d'autres choses et un oubli de finalement son passé à lui, mais un oubli qui va être le miroir ou la reproduction de l'oubli dont ses parents et sa mère en particulier ont entouré, ont enveloppé tout ce passé douloureux juif. Le récit, qui est relativement bref, qui a une longueur normale, on va dire, à peu près un peu moins de 200 pages, ce récit est structuré d'une manière intéressante. Il y a 18 chapitres, mais ça n'est pas une progression linéaire ou chronologique. Un des aspects intéressants de ce roman, c'est qu'on a 3 temporalités qui vont s'entrechoquer et s'imbriquer de façon étroite. 3 temporalités qui sont d'une part le présent du narrateur, donc présent du narrateur, en gros dans les années postérieures aux années 2000, on ne sait pas exactement quand, mais en tout cas alors qu'il a déjà une quarantaine d'années, donc oui, ça doit être autour en tout cas au début du 21e siècle, 2010 à peu près, présent du narrateur dans ses occupations de professeur de yiddish et de traducteur aussi du yiddish. Une deuxième temporalité qui va être mêlée à celle-là, c'est le passé, son passé à lui, le passé de cette enfance que j'ai évoqué rapidement, donc les années 70, 1975 plus exactement, avec cet événement central et qui est devenu clandestin et qui a, on va s'en apercevoir, qui a été un moteur bien qu'oublié, ou parce qu'oublié, un moteur décisif dans la vie de l'enfant devenu adulte. Et la troisième temporalité, c'est un passé antérieur, si j'ose dire, c'est le passé de l'histoire de sa famille et plus précisément de l'histoire de sa mère et de l'histoire de son grand-père qu'il va être amené à reconstituer parce qu'il n'en connaît rien. Tout le problème, ou en tout cas une grosse partie du problème, dans la vie du narrateur et de façon plus générale dans sa difficulté à se positionner, dans sa solitude également, tout le problème, c'est l'oubli volontaire, sans doute, de la part de la mère, en tout cas, ce silence abyssal qui a entouré, dans l'enfance du narrateur, qui a entouré et la guerre, et l'histoire de ses grands-parents, et tout ce qui était, d'une façon ou d'une autre, affecté du vocable juif. Un caractère aussi très particulier de cette narration, mais qui va être significatif aussi
de l'ambiguïté de tout cela, c'est que c'est une narration qui est littéralement envahie par les points d'interrogation. C'est une écriture qui est complètement centrée, concentrée autour de l'interrogation, et l'écriture elle-même, on s'en rend compte, l'écriture elle-même est interrogative. Je vais simplement vous lire un tout petit passage dans lequel, qui est au début du roman, dans les pages 30, donc vraiment au début du roman, où le narrateur va se poser à lui-même des questions auxquelles il ne croit pas connaître la réponse, et des questions auxquelles les réponses seront au fil du roman très très nuancées. Est-ce que oui ou non? Alors je vous lis le passage, c'est beaucoup plus significatif. Donc cette histoire ancienne a été ramenée au premier plan de son existence. Je cite: un corps à corps de moi contre moi, du quinquagénaire qui avait tué l'enfant en lui pour mieux le protéger contre ce même enfant venu demander des comptes. Qu'as-tu trafiqué à l'époque? T'en souviens-tu? Que m'as-tu laissé faire en ce printemps 1975? Pourquoi t'es-tu embarqué dans cette galère? Comment as-tu réagi? Étais-tu présent au monde quand ces événements ont eu lieu, quand l'événement a bouleversé ton adolescence? Pourquoi n'en as-tu plus jamais parlé à personne? Pourquoi ne l'as-tu jamais raconté à tes amis intimes, à tes amours, à tes enfants? Fallait-il, pour poursuivre ta vie, écraser l'événement, le réduire à l'état de bouillie, de marécage dormant, afin qu'il ne t'empêche pas de faire ta vie? Te sentais-tu donc coupable au point de devoir taire à ce point? Dire les choses aurait-il mis des vies en danger? La tienne, celle de tes parents, qui n'ont cessé de se taire, eux aussi? Était-ce ce mot, juif, qui risquait de brûler davantage qu'un autre? Qu'y avait-il donc de si incandescent dans ce mot en regard de ta vie? J'allais devoir me livrer à l'excavation de mes souvenirs, faire sauter la pierre qui obstruait la caverne. Donc, c'était un passage un tout petit peu long sur lequel j'ai insisté, mais qui met en relief, d'une part, cette caractéristique centrale de l'écriture du livre, l'interrogation, la question, le questionnement, mais qui met aussi en relief un autre point central du livre, qui est le silence. Le silence, le sien, puisque, dit-il, et le passage est vraiment très significatif, puisqu'il n'a jamais plus parlé ou reparlé de cet événement, ce qui lui a permis de le refouler complètement. Mais aussi le silence de ses parents, le silence de sa mère, le silence de son père, qui au moment des événements, au moment de l'événement, il faut savoir que l'événement, comme un certain nombre d'autres mots dans le texte de ce roman, sont écrits d'un seul tenant. L-E-V-E, sans l'apostrophe, comme si l'article faisait corps avec le mot pour en faire une espèce de chose anormale. Le mot, l'événement n'existe pas. Il y a comme ça d'autres mots qui forment des corps, des mots corps. En particulier l'usine, puisque le père du narrateur était directeur d'usine et ça aura un rôle important aussi. Voilà, donc la question qui évidemment est aussi porteuse d'inquiétude sur soi-même, d'impossibilité ou d'incapacité de savoir ce que l'on est, de savoir ce que l'on a été, de savoir ce que l'on a fait, et donc qui va générer une instabilité, j'allais dire, existentielle du narrateur. Et c'est en effet quelqu'un qui a été dans cette instabilité. Il va dire à un moment que dans sa vie, il a toujours eu le sentiment d'être lancé sur des rails,
avec une locomotive folle qui avait la direction des opérations et qui changeait de rail au fil des aiguillages sans que lui-même ne soit jamais en mesure de pouvoir guider la locomotive et de pouvoir guider le train. C'est une façon de dire qu'il n'avait pas de prise sur sa vie, qu'il était agi par sa vie et qu'il n'avait pas du tout de moyens d'avoir le moindre contrôle ou le moindre contrôle, la moindre possibilité d'orienter sa vie. Donc, interrogation, silence. Et ce sera en effet une troisième chose d'ailleurs qui est liée à ces deux-là, ce sera le thème de la solitude. La solitude, parce que avant cet événement déjà, sans du tout avoir conscience de sa judéité, puisque sa mère n'en parlait absolument pas, ne l'évoquait absolument pas, sans avoir conscience non plus du destin des Juifs et du destin de son grand-père. On disait, dit-il dans sa famille, on disait que son grand-père avait été arrêté à Paris, donc la rafle probablement du Veldiv, avait été arrêté à Paris non pas en tant que juif ou parce qu'il était juif, mais parce qu'il avait des dollars, des faux billets de dollars qu'il voulait échanger. Donc tout ça, il y a eu tout ce glissement-là dans un silence. Alors pourquoi ce silence? On peut le comprendre et ce sera confirmé à un moment, parce que la mère du narrateur a voulu ainsi le protéger contre l'extérieur, ayant l'impression que s'il ne savait rien de sa judéité, s'il n'était pas juif, eh bien, il allait pouvoir échapper à tout destin malheureux, à toute persécution ultérieure qui pourrait venir le frapper. Désire donc de le protéger, mais on voit bien, là comme ailleurs, que le silence et l'impasse faite sur les événements sont justement le contraire d'une protection, puisque, comme par un fait exprès, voilà que ce narrateur-là, tenu à l'écart de sa généalogie, de son ancrage familial, de son ancrage identitaire, va verser dans ce billet antisémite. Alors, billet antisémite, on va se rendre compte au fil du temps, au fil de la lecture, que ce billet sur lequel il va se poser des questions, est-ce qu'il va se demander s'il a eu connaissance du contenu du billet, puisque quel a été son rôle dans cette affaire-là? Ça a été de trouver l'adresse du professeur d'anglais. C'était une spécialité avec une camarade de chercher, indépendamment de cette affaire, de chercher les adresses, les coordonnées des professeurs, parce que c'était sympathique de savoir où ils habitaient. Et donc, il avait une espèce d'agenda, de répertoire d'adresses de professeurs. Et le jour où les deux garçons ont parlé d'envoyer une lettre à ce professeur d'anglais, il a saisi l'occasion, et là encore on voit le rôle de sa solitude, il a saisi l'occasion de pouvoir être inclus, lui qui était, dit-il, exclu. Exclu pour différentes raisons, il se sentait exclu, on peut imaginer qu'il se sentait quelque part quand même différent, mais aussi sur un plan social, son père était le directeur de l'usine où travaillaient les pères de ses camarades. Et donc il était socialement exclu, il était d'un autre milieu, et pour pouvoir être inclus parmi ses amis, il a voulu leur rendre service, devenir indispensable et devenir celui qui rend possible ce que les deux garçons désiraient. A-t-il connu, il se demande lui-même s'il a connu la teneur du message, il se demande aussi si, ayant vu de loin le billet tenu dans la main de ses camarades dans la cour, est-ce qu'il a vu qu'il y avait des croix gammées? Il ne le sait pas, ou peut-être ne veut-il pas le savoir. Mais on va s'apercevoir aussi qu'au cours de ce conseil de classe, ou de ce conseil de discipline plutôt, devant lequel les 4 gamins seront convoqués avec leurs parents, l'un des gamins, la fille, étant complètement innocente, elle n'a vraiment rien fait, eh bien, au cours de ce conseil de discipline, on va s'apercevoir
cela transparaît dans le récit qu'il en fait, que les professeurs, quelque part, ont instrumentalisé cet événement, cette lettre, ce billet de gamin de 5e, pour régler leur propre compte avec, comme le dira la prof de français, comme ça, ils verront, j'ai pas le texte sous les yeux, ils verront, en fait, c'est dit assez grossièrement, elle voulait se faire le directeur de l'usine et le père d'un des autres enfants qui était lui-même à un poste de responsabilité dans l'usine. Et donc, c'était une façon de régler les comptes sociaux qu'elle n'était pas arrivée à régler auparavant. Il y a cet aspect des choses également. On saura aussi au cours du roman, mais là encore, tout a été entouré d'un silence absolument abyssal. On saura que la mère, lors de ce conseil de discipline, alors qu'on avait fait sortir les enfants et que seuls les parents étaient présents, la mère a dit au professeur, comment voulez-vous que mon fils soit antisémite alors que son grand-père a été assassiné à Auschwitz? Et cette phrase-là, eh bien, le narrateur n'en aura connaissance que 2 ans après, lorsqu'il quittera le collège. Et les révélations successives sur la douleur de la mère, sur également la défense qu'elle a prise de son fils devant ce conseil de discipline, en analysant la phrase cruciale, la phrase en question, elle va dire « vieux et juif, ce ne sont pas des insultes ». Et le Troisième Reich te punira. Alors, cette phrase-là, c'est le narrateur lui-même qui lui fera un sort. Mais la mère a pris la défense de son fils en disant « ça n'est pas une lettre antisémite ». Qu'a-t-elle dit, se demandera le narrateur, qu'a-t-elle dit pour les croix gammées? Il n'en sait rien. Mais vous voyez, on est constamment dans l'entre-deux, dans l'ambiguïté, et une ambiguïté qui est celle du narrateur lui-même, bien sûr, qui essaie de comprendre un peu où il s'est situé, où il se situe maintenant, mais qui est aussi l'ambiguïté de l'événement lui-même. À un moment donné, adulte, beaucoup plus tard, il dira qu'on a transformé 2 gamins de 11 ans en Drieux de la Rochelle et en Brasilac. Voilà. Alors, les personnages, je vais bientôt vous partager, si j'y arrive, le texte sur lequel je voudrais travailler. Les personnages, j'en ai déjà dit 2 mots. Le père passionnément gaulliste, patron de l'usine, républicain par religion. Il y a un autre point sur lequel que je vais évoquer maintenant aussi, c'est qu'au silence de la mère sur le judaïsme, sur le mot juif, sur la religion, va correspondre aussi une hostilité très importante du père à l'égard de tout ce qui est d'ordre religieux. Le père, encore une fois, est de milieu catholique. Il a présenté sa jeune fiancée juive à ses parents en leur disant « Voilà, je vous présente Anne, elle est juive et il n'est pas question que nous nous marions à l'église. » Voilà, donc c'était clair et net, milieu catholique. Alors, donc il y a aussi cet athéisme militant du père qui répond, alors peut-être pas à un athéisme de la mère, mais à cette attitude non religieuse qu'avaient beaucoup de juifs d'Europe de l'Est qui avaient appartenu, ou dont les familles avaient appartenu au milieu bundiste ou au milieu socialiste, au milieu révolutionnaire dans les pays de l'Est, et qui, lorsqu'ils avaient adhéré à ces mouvements-là, étaient, comme la mère ici, totalement en rupture avec toute pratique et toute identification religieuse. Elle n'allait jamais à la synagogue et c'était impensable pour elle d'aller à la synagogue. Il y a un épisode très drôle où, invitée quand même à un mariage chez des Sfardim, il y a aussi des passages assez savoureux où la mère considère que oui, les Sfardim, ce n'est pas des juifs. Ils ne sont pas comme nous, ils sont pas... Quel est d'ailleurs le facteur d'identification unique de la mère au judaïsme? C'est le yiddish. Le yiddish qu'elle ne parle absolument jamais à la maison, mais qu'elle parle lorsqu'elle rencontre sa sœur, elle aussi déportée,
ou dans un... Alors, je finis d'abord l'histoire drôle que je voulais vous raconter. Elle a été invitée à un mariage séfarade et elle y est allée et elle a offert un cadeau et elle s'étonne, elle n'a jamais reçu de remerciement pour ce cadeau. Et longtemps après, le narrateur apprend que qu'est-ce qu'elle a offert aux mariés? Un service à escargot à des gens qui ne sont pas des ultra-orthodoxes, mais qui sont, eux, comme la plupart des Sfardim, extrêmement impliqués dans les traditions et pour lesquels manger des escargots, c'était absolument impensable et qui n'ont pas du tout compris qu'elle ait pu, en toute innocence, leur offrir un service à escargot. Voilà, alors au passage, on a également une description sympathique et bien faite de la France dans les années 1975 avec un environnement culturel, politique, rapide mais bien vu. Je vais essayer de vous partager le texte que j'ai mis de côté. C'est un texte, encore une chose avant de, parce que je voulais vous dire en parlant de l'identification de la mère avec le yiddish. Quelques pages sont consacrées à une activité, le narrateur habite à Grenoble, à une activité que la mère avait avec son fils tous les samedis après-midi. Elle allait au centre-ville dans un magasin de jeans, de stock américain, et avec le narrateur a mis longtemps à comprendre qu'est-ce qu'elle venait faire dans ce magasin parce qu'elle n'achetait jamais rien. Elle entrait, elle s'approchait discrètement de la caisse et on finit par savoir que la patronne de ce magasin qui trône à la caisse est une juive d'Europe de l'Est. Et elle s'approchait pour écouter cette femme parler le yiddish avec quelqu'un d'autre. Et un jour, ça a été le couronnement, elle est sortie, la mère est sortie rayonnante parce que la dame qui avait, la patronne qui avait reconnu le manège et compris le manège de la mère du narrateur, lui dit en yiddish, vous avez un beau petit garçon. Alors, je ne connais pas très bien le yiddish, donc je ne vais pas me risquer à vous dire des bêtises. Et la mère a été littéralement transfigurée. Elle est sortie du magasin avec de la lumière sur le visage. Cela juste pour vous donner une illustration de cette identification, de cette judéité qui avait complètement reflué pour la mère dans la pratique de ce yiddish, dont les sonorités, bien sûr, lui rappelaient son enfance à elle. Alors, je vais donc vous partager le texte. J'espère que je vais y arriver. Alors, voilà, alors. Donc, celui-là est ouvert. Donc, je mets partager l'écran, c'est ça? Donc, il est ouvert, celui-là. Bon, je vais essayer. Hein. Partager l'écran. Ben voilà, c'est super. Donc, je clique là-dessus et je mets partager. C'est bon? Vous l'avez? Non. On a une jolie page jaune. Bon, alors je vais recommencer. Je crois que j'ai loupé le truc. Et maintenant? Voilà. Vous l'avez? Oui. Parfait. Oui, je suis bon, vraiment une championne. Alors, j'ai eu du mal à choisir un passage et je me suis focalisée sur ce passage précisément qui parle du yiddish. C'est un passage qui se trouve plutôt vers la fin dans l'avant-dernier chapitre, hein, dans le chapitre 17, et qui pourrait servir d'épilogue. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a encore un chapitre après? Le chapitre 18, le dernier, ça va être la demande du narrateur, la demande de pardon au professeur qui s'appelait Monsieur Guez et à qui avait été envoyé ce billet injurieux. Donc, mais c'est presque un second épilogue. Là, ce passage-là, enfin, le chapitre 17 pourrait servir de conclusion. Et je vais le lire.
et nous allons en parler, si vous voulez bien. J'ai intitulé le passage « Le yiddish comme trait d'union ». Le yiddish comme trait d'union. Comme trait d'union entre qui et qui? Entre le narrateur et son grand-père inconnu dans tous les sens du terme, dont il n'avait jamais entendu parler et qu'il a recherché à travers toutes sortes de documents, à travers aussi le livre de Klarsfeld, où il a retrouvé son nom dans le livre de Klarsfeld et où il a peu à peu reconstruit quelque chose par rapport à son grand-père. Vous allez voir le rôle qu'a joué le yiddish. J'ai coupé des morceaux du texte pour en faire quelque chose qui ait une longueur supportable et sur laquelle on puisse parler. Donc je lis. Pendant des années, quand je disais que j'apprenais le yiddish, j'étais cataloguée parmi les bêtes curieuses. Quelle idée! Une langue morte. Rongée par la culpabilité, je ne savais que répondre. Si j'avais appris le japonais, on aurait trouvé cela formidable. La remarque la plus éprouvante vint sans doute de Liliane, l'une des copines de déportation de ma tante, qui me dit « Tu avais le choix et tu t'es jetée dans la gueule d'un loup. » Qu'aurais-je pu répondre à une femme revenue de l'enfer? J'aurais voulu interroger mon grand-père, scruter l'étoile au ciel dans l'espoir d'une réponse, mais elle ne venait pas. Aurait-il été fier? S'il avait vécu, peut-être aurait-il préféré voir sa descendance se fondre dans son nouveau pays. Je me suis donc embarquée vers cette destination inconnue. Apprendre le yiddish, découvrir sa littérature, et ce fut bien plus qu'un voyage, une traversée. J'ai plongé dans un océan et je n'ai refait surface que 20 ans plus tard, sur l'autre rive. J'ai nagé, et quand, après quelques années, j'ai découvert un poème composé en Pologne dans les années 1920, j'ai eu la sensation qu'il avait été écrit pour moi. 15 ans après avoir commencé à apprendre le yiddish, après m'être promené des heures, des jours, des semaines entières sur les étangs couverts de nymphéas de sa littérature, j'ai perdu ma tante, celle qui avait été dans les camps. Après sa mort, j'ai eu accès aux quelques effets personnels laissés par mon grand-père. Un rituel de Rosh Hashanah, datant du début du siècle, qui contenait une prière au tsar Nicolas II, grand persécuteur des Juifs, et à la tsarine Alexandra. Et oui, la tradition juive est ainsi faite. La bénédiction pour le souverain du pays où ils vivent prime sur tout. Quelques photographies de mon grand-père, habillé d'un manteau à col de fourrure et coiffé d'un très beau chapeau fin des années 1930, et un manuscrit en yiddish. 3 feuillets, écrits au crayon à papier. Celui-ci commençait par Maiko Mashmelon, que signifie? Cette expression araméenne, rare, ne pouvait être que le premier vers du poème d'Avrom Reisen, que j'avais étudié en cours, les rêveries mélancoliques d'un étudiant de yeshiva regardant la pluie tomber par la fenêtre. Que signifie la pluie? Que me laisse-t-elle entendre? Ces gouttes sur les carreaux roulent comme des larmes troubles. Mes bottes sont trouées, la rue est boueuse et l'hiver arrive, je n'ai pas de vêtements chauds. Que signifie ma vie? Que me fait-elle entendre? Se faner en pleine jeunesse, vieillir avant l'heure, quémander sa nourriture et ravaler ses larmes. Dormir la tête sur son poing, agoniser dans ce monde, dans l'attente de l'au-delà. Le texte était glissé dans une enveloppe portant le tampon « Camp d'internement français de Beaune-la-Rolande ». Mon grand-père y a passé 13 mois, de mai 41
à juin 42, avant d'être expédié à Auschwitz. Il avait eu tout le loisir de le recopier et de regarder la pluie tomber par la fenêtre. Mais, en observant le manuscrit de plus près, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une version légèrement modifiée du poème de Reisen. Le manuscrit commençait par « Maikom Ashmelon der Lager », que signifie le camp. Combien de fois mon grand-père s'est-il posé cette question durant les 13 mois? Il me répondait « Enfin ». J'avais plus de 40 ans, mais je ne l'avais pas attendu pour me mettre en route. 20 ans auparavant, j'avais suivi son étoile, mon étoile, et j'avais mis sa langue dans ma bouche. Je repense à cette phrase tracée par Vincent et Pierre sur le bulletin de colle. Il s'agit du bulletin de colle sur lequel avait été écrit le billet au professeur. « Vieux juif, tu seras puni par le Troisième Reich. » Elle résonne silencieusement en moi depuis 40 ans. Finalement, peut-être savais-je ce qu'ils avaient écrit. Peut-être aussi n'ignorais-je pas ce qu'était le Troisième Reich. Peut-être ce vieux juif n'était-il pas Monsieur Guez pour moi, tout au fond de moi, mais seulement mon grand-père, cet homme assassiné à 42 ans, mais que j'ai toujours imaginé vieux, car il était le père de ma mère. En fin de compte, cette phrase tracée par Vincent et Pierre tournait dans ma tête depuis la plus petite enfance. Elle ne tournait pas au futur, mais au passé. Vieux juif, tu as été puni par le Troisième Reich, sans que personne ne puisse m'expliquer pourquoi il avait été puni. Alors, j'ai beaucoup aimé ce passage parce que finalement, j'ai trouvé, enfin, vous pouvez la trouver aussi, vous avez le texte devant les yeux, une espèce d'unité interne. Et j'ai beaucoup aimé en particulier la fin, dont on va parler dans un instant. En fait, il y a 3 parties dans ce texte, et le fait que j'ai coupé, vous voyez que j'ai coupé le poème en bas de la première colonne, je n'ai pas retranscrit le poème de 1920 qu'il avait trouvé, parce que ce n'était pas absolument nécessaire, et j'ai sauté également un petit passage dans la 3e colonne où j'ai mis des petits points. Mais ça n'a aucune espèce d'importance pour la structure et l'architecture d'ensemble et le mouvement d'ensemble du passage. On a en fait, et j'ai repris, il y a trois unités qui s'articulent et qui s'imbriquent l'une dans l'autre. Tout le texte, ça vous l'avez bien vu, est centré sur le yiddish et sur le rôle du yiddish dans la quête du narrateur, une quête qu'il a entreprise sans en être conscient, bien auparavant. Je contextualise un tout petit peu. Comment est-il arrivé qu'il n'avait jamais eu connaissance de pratiquement rien concernant sa famille, sinon par la visite le samedi après-midi au stock américain où il entendait vaguement quelques mots de yiddish. Comment est-il tombé en quelque sorte dans cet océan du yiddish? Eh bien, selon ce qu'il nous raconte, il a été invité au début de ses études, après son bac, il a été invité ou même bien après son bac, quelques années après, par une camarade de promotion à faire un stage dans un kibboutz en Israël. Une camarade de promotion qui n'était pas du tout juive et qui avait envie d'aller voir Israël, qui lui a dit, viens, on va faire un stage dans un kibboutz. Et il est arrivé au kibboutz et il s'est senti, dit-il, à sa place dans le kibboutz. Et il a su qu'il allait revenir. Il est revenu en Israël, il a commencé des études d'hébreu et des études de yiddish, qu'il a poursuivi ensuite en France. Et comme il le dit ici, il n'a plus arrêté, il a creusé ce sillon, cette mer, cet océan
de yiddish, il l'a labouré et il en a fait en quelque sorte sa quête, sa recherche. Et cette quête, il s'aperçoit dans ce chapitre qu'elle a été en fait la quête de son grand-père, la recherche, la mise au jour de ce grand-père et une quête identitaire, de façon plus générale, une manière de trouver enfin sa place dans cette famille et dans cette identité dont il avait été tenu pratiquement ignorant et isolé, hein, isolé, solitude. Alors, dans la première des trois parties, j'ai intitulé, en reprenant une des expressions du texte, « dans la gueule d'un loup ». Ça, c'est le statut du yiddish au départ. On va en dire un mot tout de suite. La deuxième partie, c'est « mon grand-père me répondait enfin ». Et la troisième partie, c'est le tout dernier passage, c'est le yiddish comme transfiguration de la négativité de cet événement passé, quelque chose qui est au contraire une reconnaissance et une expression de la douleur. L'antisémitisme ou le prétendu antisémitisme de ce qu'il a fait enfant va se retourner à la faveur de ce retournement du futur en passé, et on comprend que ce que le narrateur veut dire dans ce dernier passage, c'est que la phrase « Vieux juif, le Troisième Reich te punira », quelque part dans son inconscient, il l'attribue maintenant à ce désir de parler de son grand-père, son grand-père qui a été puni, et ajoute-t-il de façon très poignante, sans que personne ne puisse s'expliquer pourquoi il a été puni. J'ai trouvé ce retournement qui est en pleine continuité avec toute l'ambiguïté de la vie du narrateur, de son enfance, de l'événement. Vous voyez ici des mots, l'événement en un mot, comme d'autres mots sont en un mot, de l'événement, de ce bloc incompréhensible qui est, de ce noyau dur, incompréhensible qui va orienter sa vie. C'était ça la locomotive qui fonçait sans qu'il puisse la diriger. C'était cet événement-là, l'événement qui était à l'origine de cette course folle, une course qui n'était pas si folle que cela, parce que quelque part, il a retrouvé des rails et il a retrouvé une orientation. Deux, trois remarques encore. Le yiddish, dans la première partie, le yiddish, c'est la langue quête, une langue de quête. Et elle a un certain nombre de caractéristiques qui me semblent intéressantes. Elle est d'abord une langue morte. Langue morte, évidemment, en écho à la mort non seulement de la langue, mais à la mort de ses locuteurs. Elle est morte, elle fait écho, elle résonne avec la mort des Juifs. Elle est morte, cette langue, parce qu'elle a été tuée, assassinée. Et le mot, quelque part, il est métonymique, c'est un mot valise qui charrie dans sa signification les Juifs morts. C'est une langue aussi traîtresse. Pourquoi une langue traîtresse? C'est la gueule du loup. Quand sa tante lui dit « tu t'es jeté dans la gueule du loup », c'est parce que cette langue-là, c'est celle qui a fait des Juifs ce qu'ils sont et qui les a donc désignés, c'est le piège, qui les a désignés, qui les a signalés et qui a fait de ses locuteurs des proies. Troisième point, c'est une langue trahie et tuée une deuxième fois par ceux qui la rejettent. La tante ici, qui a, dit-il, qui est revenue de l'enfer, la tante, elle a rejeté cette langue, elle ne veut plus, elle la parle encore avec sa sœur, mais elle ne comprend pas, elle rejette complètement le fait que la nouvelle génération puisse encore avoir un lien avec cette langue. Donc, une langue trahie. Et une langue aussi par laquelle les vivants trahissent, parce que la culpabilité du narrateur et son désarroi, c'est bien parce que lui est encore vivant, lui n'est pas revenu de l'enfer comme sa tante. Est-ce qu'il a le droit, quelque part, du sein de cette culpabilité et du sein aussi de son ignorance, est-ce qu'il a le droit encore de s'identifier à cette langue? Il y a toute cette interrogation qui tourne
autour du yiddish. La deuxième partie, c'est une langue qui répond. La langue qui répond, non plus la langue qui questionne, la langue qui quête, mais la langue qui répond, pour laquelle il a fallu s'embarquer, dit-il, faire à la fois cette traversée spatiale et temporelle temporelle parce qu'il lui a fallu 20 ans, dit-il, pour plonger et revenir sur l'autre rive. Quelle est cette autre rive? L'autre rive, c'est la rive où il a abordé enfin et où il s'est reconnu. Deux réponses, d'ailleurs, cette langue a donné deux réponses. Une première réponse, c'est le poème de 1920, dont je ne vous ai pas donné la teneur. Et dans ce poème de 1920, je vous lis un vers. Le déluge prend fin, nous nageons, nous nageons. Première réponse, le déluge prend fin, la perdition prend fin parce que par le yiddish, il a pu nager et ne pas couler. Et la deuxième réponse, c'est ce manuscrit du grand-père, dans lequel le grand-père a modifié le poème de Raisen et a rajouté sa propre expérience. Quelle est la signification, non pas de la pluie ou de la vie, mais quelle est la signification du camp? Et là, vraiment, c'est la réponse, parce que là, pour la première fois, le narrateur touche du doigt et de l'intelligence et du cœur quelque chose qui a été vraiment son grand-père. Les questions de son grand-père sur le camp. Et le fait aussi que qu'il y ait une enveloppe où il y ait le tampon de Beaune-la-Rolande, donc qui lui donne aussi une indication locale, géographique, sur un endroit précis où ce grand-père a existé, qui donne vie quelque part à ce grand-père, qui sort du mythe et qui devient quelqu'un qui a existé. Et le dernier passage que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, vieux juif, tu seras puni. Non, vieux juif, tu as été puni. Et c'est donc le dernier point, la langue qui transfigure ce pseudo-antisémitisme ou cet antisémitisme problématique qui est antisémitisme, qui n'est pas antisémitisme, qui le transmue, qui le transfigure en quelque chose qui est la douleur et la question adressée cette fois-ci aux antisémites patentés. Personne ne peut m'expliquer pourquoi il a été puni. Voilà, alors je voudrais quand même vous entendre également, vous laisser réagir. Je vais voir si je peux remettre. Parce que, ouais, voilà. Regardez. Okay. Voilà. J'arrive pas à voir sur tout l'écran. Bon, peut-être. Qui est-ce qui veut prendre la parole? Alors Doris, oui. c'est Doris, je peux parler, oui, tu m'entends? Oui, bien sûr, vas-y. Voilà. Ben, je me lance là, tout de suite. D'abord, je voulais vous remercier vraiment d'avoir pris ce livre pour le présenter, puisqu'il parle du yiddish, donc évidemment, ça m'intéresse beaucoup. Bon, c'est un livre que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, effectivement. Je voulais aussi dire que la mère emploie aussi une expression en yiddish, elle dit oi abroch, c'est-à-dire quel catastrophe. Exact. Voilà, il y a un mot comme ça qui surnage et ça me rappelle aussi ma propre famille où il y avait quand même juste quelques mots de yiddish qui continuaient et puis aussi une chanson. Voilà, et donc c'est vraiment, oui, à partir de ça que Rosier va développer cet amour du yiddish finalement, dont il ne sait même pas l'origine, quoi. Et tu as parlé de cette très jolie scène où où ils vont dans ce surplus là de jean, et c'est très très joli comment elle écoute en secret cette dame parler. Oui, tu as bien décrit une très jolie scène. Oui, très très belle scène, et avec un peu d'humour aussi. Bon, moi j'apprécie, comme tu sais, toujours l'humour. Bon, il y a aussi le fait qu'il portait un nom tout à fait
français, hein, il s'appelle Rosier, donc il fait partie de ces gens qui ont un nom Qui ont francisé probablement leur nom. un nom français qui sont juifs, alors qu'il y a des gens qui portent un nom juif et qui ne sont pas juifs parce Ah, que le père est juif, la mère. Voilà, c'est un peu cette contradiction, quoi. Et donc, oui, et comment il a cette langue, cette langue de yiddish est devenue un petit peu sa langue de patrie. Oui, et par rapport à la punition, la dernière phrase que tu as lue, qui est très bien, lui aussi a été puni, finalement. Il a été puni pour cette lettre où finalement il n'avait pas tellement participé, quoi. c'est ça. Voilà, c'est juste pour dire que c'est vraiment une très très belle analyse que tu as fait avec tous les aspects du yiddish qu'on peut trouver encore aujourd'hui, bien sûr. Merci beaucoup, Doris. Oui, moi je voulais, merci beaucoup encore une fois Janine, mais je voulais dire à partir de la phrase langue morte pour désigner le yiddish, est-ce que c'est vraiment encore une langue morte maintenant? Et ça, je pose la question à vous, Janine, et peut-être aussi à Doris. Doris. Il y a énormément de gens, de jeunes de la nouvelle génération qui actuellement veulent reprendre contact avec la langue de leurs grands-parents. Et il y a énormément de cours de yiddish qui s'ouvrent un peu partout. Moi, quand j'habitais dans la région parisienne, j'étais vraiment, comment dire, témoin de tout cela. Et moi-même, je me suis mise un peu au yiddish aussi par curiosité et puis parce que c'est une langue, c'est vrai, qui est très agréable à entendre. Et les chansons que me chantait Madame Goldenberg, par exemple, je les ai encore dans l'oreille. Voilà, donc voilà, la question que je pose, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas un renouveau au niveau du yiddish? Et c'est drôle parce que ça me fait penser à un épisode aussi. J'habitais dans la région du Rincy, dans le 93, et j'étais passée un jour, alors c'est peut-être une question qui s'adresse à Doris, j'étais passée dans une librairie où, enfin, devant, il y avait un étalage de vieux bouquins, en ça, d'occasion, et je suis tombée sur un bouquin en yiddish qui était comme ça, en vente. Alors moi, je me suis dit, tiens, je ne vais pas le laisser là, à savoir ce qui va devenir. Ce bouquin, il va peut-être aller aux orties ou je ne sais où, je l'achète. Donc je l'ai acheté, et c'est un juif russe, d'origine russe, qui raconte justement la vie, mais la vie d'un petit village juif en Russie, en yiddish. Alors il parle du porteur d'eau, il parle de celui qui doit marier les gens, voilà, l'un avec l'autre. Voilà, donc je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un. J'ai ce livre à la disposition de celui qui voudrait. Voilà, c'est tout. Oui, alors, c'est Doris, hein, vous m'entendez là? Oui. Oui. Donc, d'abord, je suis tout à fait d'accord de récupérer ce livre, bon, peut-être que je connais. Il y a eu une littérature yiddish absolument énorme, disons, on peut dire à partir fin 19e, tout le 20e et encore, bon, tout début du 21e siècle, ça c'est quand même ça a beaucoup diminué, mais il y a une énorme littérature finalement en 120 ans, les gens ont écrit plus de 30 et plus, quoi. Et donc, maintenant, par rapport à la situation aujourd'hui, alors on peut dire qu'il y a deux populations, si on peut dire, qui parlent le yiddish. Alors d'abord, il y a la population de certains juifs très religieux, haredim, certains chassidim, certains pas tous, mais comme vous savez, ce sont des milieux où il y a beaucoup d'enfants et donc finalement la population se multiplie. Bon, on évalue à peu près à 1 million le nombre de ces personnes, ce qui n'a rien à voir évidemment avec le nombre de gens qui parlaient avant-guerre qui était de 10 millions. Et il y a aussi, comme tu disais, Judy, des gens qui apprennent le yiddish, mais qui sont quand même pas tellement nombreux. Et ça, c'est un petit peu partout, on peut dire, aux États-Unis, en Israël, un peu, en Europe des Juifs et des non-Juifs, des Allemands, des Polonais, voilà, qui forment un groupe comme ça, pas extrêmement nombreux, mais effectivement très intéressés, surtout intéressés par la littérature, par l'histoire. Et il y a beaucoup de groupes de gens qui chantent, on peut dire. Alors, du côté de la chanson, ça a vraiment énormément oui, des groupes klezmer, comme on dit. Il y en a vraiment, il suffit de jeter un coup d'œil sur YouTube pour voir la multiplication de ces gens. Mais enfin bon, parler du yiddish comme une langue morte, c'est quand même un peu exagéré. Enfin, la tante fait exprès, hein, mais on ne peut pas dire que c'est une langue morte. Heureusement. Mais je pense que l'idée langue morte, enfin, c'est les gens qui sont morts. Je crois que c'est ça surtout, c'est ce trait d'union entre la métonymie des gens. Qui d'autre?
Oui, pour reprendre encore ça, c'est pour ça que les écrivains yiddish de la Shoah ont l'impression qu'ils écrivent dans une langue qui va disparaître, et c'est comme ça que Rachel Hertel a écrit par exemple ce livre dans la langue de personne. Mais je crois que justement les gens qui apprennent le yiddish aujourd'hui, c'est en particulier pour que ce ne soit pas vraiment réel. En fait, une disparition de la langue n'est pas lieu vraiment. Enfin, il y a aussi un côté militant de vouloir poursuivre cette langue au-delà des gens qui sont morts, quoi. Très bien. Quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Le fait de considérer, vous dites, quand on parle de langue maternelle, c'est Jocelyne à l'appareil. Oui, oui. Quand on parle de langue maternelle, là j'ai pris conscience que pour lui c'est vraiment une langue maternelle qui vient de la mère en fait. Quand on en parle, quand on parle d'une langue, par exemple pour la nôtre, on dit le français notre langue maternelle. Oui, oui. On n'attribue pas le sens, le vrai sens de maternelle en fait. C'est ça. Oui, Et là, on sent qu'il apprend le yiddish pour, en fait, c'est un moyen de se rapprocher de sa mère. C'est ça. Et surtout quand il découvre qu'elle le parle. C'est ça. C'est ça. Voilà. Oui, C'est très intéressant. Dans cette étude-là, c'est très intéressant. oui, Après, c'est un très beau livre. Hein. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille vraiment de le lire. J'ai beaucoup aimé. En yiddish, on dit Mamelochen, vraiment la langue de la mère. Tout à Et fait. Mamelochen, ça finit par désigner vraiment le yiddish, c'est-à-dire quand on dit Iret Mamelochen, ça veut dire je parle le yiddish, qui est la langue de la mère, quoi. C'est devenu vraiment complètement la même chose, quoi. Voilà. Synonyme, voilà. D'où l'importance de la mère, en fait. Hein. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais dans tous les sens du terme. Je veux dire, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Ça peut. Oui. Voilà. Ok. Quelqu'un d'autre encore? Sinon, on va s'arrêter. En tout cas, c'était fort intéressant, hein, tel que vous l'avez présenté. Merci beaucoup. Mais j'ai été très intéressée à la fois dans la lecture et dans la préparation. Oui. Voilà. Alors, donc, pour ceux qui veulent, la semaine prochaine, ce sera à 2h. N'oubliez pas, mais enfin, ce sera diffusé. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez un titre, Merci à vous. Merci beaucoup. vous avez un titre peut-être? Merci. Écoutez, là encore, je suis en train d'hésiter. Je vous ai dit, dans les prochains titres, il y aura d'une part Albert Memmi. Je ne sais pas si ce sera déjà la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et il y a aussi un autre livre que je voudrais vous présenter qui vient d'être publié, qui est le livre de Jaco Grunwald, qui s'appelle La terre d'Israël, ce qu'en disent les Palestiniens, qui est une étude, comment dire ça, modérée, pas de propagande, il me semble, hein, je suis en train de le lire, donc je n'ai pas encore terminé, mais qui pose un certain nombre de faits et de témoignages, et c'est intéressant. Alors, je ne sais pas encore, ce sera l'un de ces deux-là, mais je tiens aussi à Albert Memmi. Oui. C'est quelqu'un d'important aussi. Oui. J'avais une question à vous poser. Comment dois-je faire pour recevoir directement le lien sans avoir à déranger quelqu'un d'autre qui me le transmet? Écoutez, est-ce que vous êtes sur Facebook? Oui, non, mais je ne pratique pas du tout. Par contre, je vous ai Écoutez, envoyé… je vous envoie. De toute façon, j'envoie chaque fois la nouvelle affiche du consistoire. Je l'envoie par mail. Alors, comme j'ai votre adresse mail, je vous l'enverrai aussi. Ah, voilà, c'est très bien. Merci. Comme ça, vous aurez le Merci. compte. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Une bonne semaine. Merci Bonne semaine. à vous aussi. Merci. Bonne semaine. Au revoir. Et merci de votre assiduité, de votre fidélité. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Voilà, comment est-ce qu'on C'est pas une Alors, il faut que je trouve comment. Voilà, arrêtez. Voilà. quitter. Voilà.